Alors, permettez-moi d'abord de remercier tout le monde pour nous avoir invités ici. Malheureusement, mes transparents vont être en anglais parce que je n'ai pas eu le courage de tout traduire en français, mais mon discours va être en français en essayant de faire de mon mieux avec une langue qui n'est pas la mienne. Bon, alors, je vais parler du thorium. Je vais parler du thorium parce que je suis convaincu que le thorium, c'était quelque chose d'extrêmement important dans le futur de l'énergie, et d'énergie nucléaire, mais faite d'une façon différente. Alors, je vais commencer tout de suite. D'abord, évidemment, le nucléaire d'aujourd'hui est basé sur la fission. Et est basé sur la fission du uranium-235, qui est présent seulement à 0,7% de l'uranium naturel. Les réacteurs nucléaires peuvent opérer directement avec l'uranium naturel ou, si vous voulez, avec l'enrichment, enrichissement du uranium, peut-être avec des avantages, etc. Toute cette opération, une fraction substantielle de l'uranium-235 reste inutilisée. Et pratiquement, à peu près, quelques parties sur 200 du uranium naturel au départ est effectivement brûlé. Donc il y a un gros facteur de différence entre ces systèmes et les systèmes du futur. La possibilité de solutions avec peut être modifiée, utilisant le thorium-239 qui part du uranium-238, qui lui n'est pas fissile, avec l'introduction de ce qu'on appelle les MOX, dans lesquels le plutonium est extrait, reprocessé et transformé à nouveau avec de l'uranium enrichi. Ces procédures réduisent substantiellement la quantité d'uranium utilisée, à peu près 30% de moins, mais malheureusement, il augmente plusieurs fois le nombre d'actinides mineurs dans les combustibles utilisés, et donc la présence des déchets longue durée, qui, comme a été justement mentionné il y a quelques minutes, sont un des gros problèmes qu'il faudrait, d'une façon ou d'une autre, résoudre. Mais il y a de nouvelles formes d'énergie nucléaire qui sont pratiquement sans limite. Et comme vous savez, sont indiqués ici, il y a deux canaux qui sont possibles de la fission. Un, c'est la réaction avec le thorium, dans lequel un thorium qui n'est pas fissile, avec un neutron, se transforme en uranium-233. Et après, l'uranium-233 fissionne en produisant 2,3 neutrons qui sont récupérés pour boucler la chaîne. L'autre alternative, c'est une alternative dans laquelle l'uranium-238, qui lui aussi n'est pas fissile, devient du plutonium-239 et qui est fissionné après avec la production de 2,5 neutrons dans la solution rapide et qui donc ferme la boucle. Et tout ça ont la même quantité d'énergie, plus ou moins, dans des limites, qui sont comparables à ce qu'on peut obtenir avec une autre réaction de breeding, qui est la réaction classique de la fusion, dans laquelle le lithium plus le neutron devient tritium, et le tritium plus le deutérium devient l'E3 et ferme la boucle avec la fusion. Donc il y a trois réactions fondamentales qui sont vraiment le futur du nucléaire pour ce qui nous concerne, du point de vue scientifique, du point de vue des réactions possibles à faire. Alors la première question très importante, c'est combien de thorium y a-t-il dans le monde? La quantité de thorium est extrêmement grande, abondante. Le thorium est aussi abondant que le plomb, par exemple. Tandis que l'uranium, normalement, est produit, mais il est aussi dissolu dans la mer. Presque la totalité du thorium est présent comme combustible solide. Et il y a effectivement une quantité de thorium qui est, par exemple, le monazite, par exemple, c'est un dépôt qui peut faire jusqu'à 22% de thorium et qui peut être extrait de façon différente. Les estimations sont assez incertaines parce qu'elles ne sont pas bien connues. Mais il est certain que les valeurs de plusieurs millions de tonnes sont estimées aujourd'hui comme disponibles, même si ça va en excluant beaucoup des produits qui viennent de beaucoup de monde. Alors, tout ça est représenté par ce transparent que je voudrais vous montrer. Ici, on a le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Et on a calculé tout ça en zeta-joule. Zeta-joule, c'est 10 puissant 21 joules.
c'est une quantité, une mesure d'énergie absolument extraordinaire, mais ça représente la consommation d'aujourd'hui. Alors, on a ici la consommation ordinaire, ça c'est 1999, donc c'est un peu différent pour aujourd'hui, mais c'est pas tellement différent. La conventionnelle, c'est indiqué là-bas 0,13. Il y a 12 à voir, donc on a à peu près pour une centaine d'années de temps pour tous les pétroles conventionnels. En conventionnel, il y en a beaucoup qui restent encore, et les totalités du pétrole est indiquée là-bas. Le gaz naturel, c'est une grande découverte aujourd'hui. Il y a une consommation qui est en train de monter, et il y a des quantités qui sont extrêmement importantes. Ici, on a indiqué les valeurs conventionnelles et pas conventionnelles, et surtout celles les pas conventionnelles sont tout à découvrir, tout à développer. En plus, on a aussi le pétrole, représentant de la même façon. La totalité de tout ça représente une consommation de 280 gigajoules en total disponible pour le futur de l'humanité. Si on compare ça avec le nucléaire, et on prend les réacteurs avec des réacteurs thermiques, on voit qu'effectivement, il y a une quantité d'uranium qui n'est pas beaucoup plus grande que celui du pétrole ou du gaz naturel. Effectivement, le numéro là-bas est 5,4. Ça devient 2000 si on va inclure dans ça la mer, donc l'uranium qui vient de la mer. Si on pouvait faire du breeder reaction, si on pouvait penser avec les 138, les valeurs sont consubstantiellement supérieures. On pourrait obtenir 324 de cette unité, comparable avec les totales des fossiles. Mais si on pouvait arriver à l'eau, à utiliser la mer, ça serait beaucoup plus grand. Le thorium en soi, estimé dans la situation totale, c'est 1 300 000. Donc il est clair, en va dans cette table-là, que le thorium est la place où il faut vraiment chercher une solution valable pour le long terme du futur. Il y a plusieurs exemples du thorium, ça vaut la peine de mentionner quelques-unes. Par exemple, si nous prenons un petit exemple ici du thorium, les pétroles, les charbons par exemple, il y a une petite quantité de thorium dans les charbons. Et évidemment, comme c'est indiqué là-bas, quelques parties pour 10-6 du charbon sont celles du thorium. Mais compte tenu que la capacité de produire de l'énergie du thorium est 3 millions de fois plus grande que celui du charbon, le résultat de l'opération est extrêmement simple. En récupérant le thorium contenu à l'intérieur du charbon, on va produire, avec une méthode bien construite, presque 18 fois, 20 fois l'énergie produite par le charbon lui-même. Donc, si on veut utiliser à fond l'énergie contenue dans le charbon, la meilleure solution, ce n'est pas de brûler le charbon avec toutes les conséquences du charbon, récupérer une petite quantité de thorium et le faire marcher dans ces conditions pareilles, et on gagnerait 20 fois plus d'énergie pour la même quantité de charbon récupéré. Et l'autre question ici, ça montre par exemple que si nous pouvions utiliser 1/1000 du thorium sur la surface de la Terre, qui serait équivalent à produire toute l'énergie primaire du monde, 15 térawatts, pendant 20 000 années. Et ce sont des chiffres absolument extraordinaires qui nous disent que scientifiquement, les choses sont extrêmement intéressantes. Alors, la première conclusion sur laquelle je vais me considérer, c'est contrairement à d'autres formes d'énergie, la réserve de thorium peut assurer la dimension énergétique pour la planète pendant plusieurs milliers d'années devant nous. Et comme on a dit justement mon prédécesseur, les émissions de CO2 sont négligeables avec des conditions qui sont tout à fait acceptables. Par exemple, un exemple qui aussi vaut la peine de mentionner, si on regarde la quantité de thorium qui est aujourd'hui présent en Chine, qui est disponible en Chine comme leftover depuis les terres rares, nous voyons que toute l'électricité de la Chine peut être produite pendant 20 000 années avec des réacteurs à thorium proprement construits qui devraient produire pendant 20 000 années seulement 9,8 millions de tonnes de thorium. Il y a des considérations techniques que je voudrais rapidement faire pour ce qui concerne ces breeding reactions, qui devraient être soit pour l'uranium que pour le plutonium. On voit ici clairement que d'abord, le problème c'est qu'il faut 2 neutrons
pour obtenir le phénomène, comme j'ai dit au départ, parce qu'il faut d'abord transformer l'élément ordinaire dans un élément fissile, et ça vous achetez un neutron, un deuxième neutron pour les fusionner. Donc on parle avec un nombre de 2. Au contraire, les nombres d'événements, les quantités des nombres de neutrons qui sont disponibles, c'est un peu légèrement plus grand que 2. Et comme on voit ici, là on a deux possibilités. On peut utiliser, soit pour les thorium, on a la possibilité de le faire avec les neutrons thermiques, des neutrons rapides, et aussi dans la région de résonance, tandis que si on voulait utiliser l'uranium 238 et le transformer dans le plutonium 239, seulement des neutrons rapides seraient acceptables. Donc il y a un avantage, si vous voulez, en regardant le thorium, parce que le thorium, on peut le faire avec des neutrons qui sont d'énergie thermique ou presque thermique, et donc ça représente des simplifications importantes que les présentations qui vont suivre vont clairement, techniquement vous expliquer. Bon, alors, le processus de breeding process, c'est un processus qui est indiqué là-bas, vous le voyez ici dans la ligne finale là-bas, le nombre d'uranium 233 divisé par les produits à l'équilibre, comparé avec le nombre de neutrons thermiques et thorium, c'est une valeur qui est extrêmement simple, c'est simplement le rapport de session efficace moyenné sur le spectre énergétique. Et ces valeurs, qui est le breeding equilibrium, la situation stable dans laquelle ce qu'on produit est pratiquement directement transformé dans ce qui vient être brûlé, on voit clairement que ce numéro est à peu près 1%, 1,3% pour les neutrons thermiques, et pour les neutrons rapides, c'est bien 12%. Donc ça, c'est la situation d'équilibre entre les processus. En pratique, si on a un système dans lequel il y a des 233 et du thorium, si on a le breeding equilibrium, comme vous voyez ici, la quantité d'uranium sur le thorium reste constant en fonction du burn-up, parce que le combustible est produit et utilisé directement. Si on a un excès d'uranium 233, donc c'est deux fois la valeur d'équilibre, on a une descente, une réduction, et on arrive à l'équilibre. S'il n'y a pas d'uranium 233 pour commencer, l'uranium 233 est d'abord produit, et il arrive jusqu'au breeding equilibrium, mais après il reste à cette valeur. Effectivement, il y a encore un peu plus à dire, parce qu'on n'a pas seulement ce build-up qui est indiqué par ici, mais aussi on a d'autres phénomènes qui rentrent là-dedans, et en particulier les produits de fission qui sont produits pendant la production du matériel, qui vont réduire le nombre les coefficients de multiplication. Et on arrive pratiquement à une cancellation dans laquelle le build-up, l'augmentation de production d'uranium 233 peut être compensée par l'existence de produits de fission. Et comme résultat de cette situation, on peut arriver dans une situation dans laquelle, sur une quantité extrêmement longue, ici il parle de périodes de plusieurs années, même de dizaines d'années, on peut arriver dans une situation dans laquelle l'équilibre entre la production d'uranium 233 et la présence de fission fragments est pratiquement compensé dans des conditions en produisant un résultat qui est pratiquement constant, comme on voit, avec une valeur qui est entre 1%, les valeurs de K, des multiplications, pendant tout ce temps qui peut être, comme je disais, de l'ordre de plusieurs années ou même des dizaines d'années. Donc, la deuxième conclusion que je vais faire, un breeder au thorium pur peut opérer dans une variété de conditions. D'abord, ça peut être thermal, épithermal ou résonance, ou avec neutrons rapides, mais avec performance nucléaire assez similaire. Deuxième question, la réaction de base thorium qui va dans le protactinium et qui devient uranium 233 peut converger dans une condition d'équilibre, dans une situation stable dans laquelle pour chaque nucléon fusionné est remplacé par un nouveau objet produit de uranium 233. Et donc on pourrait en principe continuer indéfiniment. Effectivement, périodiquement, il faut refaire les conditions du départ,
Mais la chose importante, c'est que le processus est fermé, c'est-à-dire le thorium devient finalement des produits de fission et tout le reste est récupéré dans un système qui est utilisé plusieurs fois. Alors, le premier discours, les premières tentatives qu'on a fait dans le passé pour le thorium, c'était avec des neutrons thermiques. Neutrons thermiques a l'énorme avantage que la technologie est bien connue. Donc, on n'a pas de gros problèmes à créer une situation de ce genre. Les désavantages, c'est que la quantité la quantité d'énergie qui peut être utilisée est limitée par le fait qu'il y a des phénomènes qui vont réduire les facteurs de multiplication, qui sont la présence de xénon, qui donne un poison, les captures dans le protonium 233 qui peut éliminer, capture pendant on est dans l'état de protonium 233, qui peut éliminer la réaction de breeding, et la présence des éléments de fission produits par les fission products. Et en plus, il y a le 234 qui est produit après un certain temps, qui a la tendance aussi de capturer beaucoup moins et de donner des signaux beaucoup plus faibles. Donc tous ces arguments réduisent la capacité pour réaliser ce type de programme avec des systèmes, des systèmes thermiques. Mais il y a certainement eu beaucoup de gens, et je vais mentionner maintenant ici une question, si vous voulez, de l'histoire. Il y a beaucoup de scientifiques extrêmement qui ont décrit avec attention, avec beaucoup de passion, si vous voulez, la possibilité d'utiliser le thorium. Il y a eu Alvin Weinberg, par exemple, et Ed Teller. Ed Teller, c'est l'inventeur de la bombe hydrogène, entre autres choses, qui ont prévu de construire des dispositifs, des réacteurs dans lesquels, effectivement, on mélange les liquides, les fuels, qui est soit le lithium, soit du beryllium fluoride, avec un matériel qui est fissionnable, et on produit donc un système qui peut être utilisé pour faire marcher un réacteur dans ces conditions. Il va être discuté aussi par les autres speakers plus tard. Et le problème de fond, c'est qu'effectivement, les sels ont besoin d'être reprocessés assez vite pour éviter de ne pas perdre sur la criticalité. Et donc, il faut construire un système relativement simple dans lequel on a un réacteur rempli de combustible dans lequel un fluorure est mélangé. Mais il faut ajouter à ce système aussi un système identique, assez complexe d'ailleurs, dans lequel continuellement on élimine les produits pour garder garantir la criticalité du système. Le système est assez complexe. Ici, moi, j'ai quelque chose qui va être discuté plus tard, qui montre effectivement comme la complexité d'un système dans lequel un réacteur nucléaire est utilisé pour continuellement faire fonctionner un système d'extraction des produits. Et vous voyez quand même que c'est quelque chose d'assez complexe qui peut avoir des problèmes. Et la question de sécurité, à mon avis, aussi est très importante parce qu'il faut être sûr que ces liquides ne soient pas perdus pour des raisons quelconques, etc., etc. Les Molten Salt Reactor Experiment étaient faits, construits déjà pendant les années 60. Je vais mentionner brièvement l'existence de cette expérience qui est extrêmement fondamentale dans les futurs du thorium. Et vous voyez ici ce qui était réalisé à ce moment-là, qui a marché pendant un certain nombre d'années, 5 années, et qui a permis de produire tous les éléments de base derrière Molten Salt. Et il y a eu aussi un deuxième projet qui était de faire un réacteur, pour faire un réacteur industriel de 1000 MW électriques. Malheureusement, ce projet a été annulé dans les années 70 et il est resté seulement comme une idée. Ça vaut la peine ici à ce moment mentionner brièvement une idée qui était proposée par Teller. Ed Teller, un mois avant de sa mort, a écrit un papier extrêmement enthousiaste sur la possibilité d'utiliser des réacteurs à thorium.
Et comme vous voyez, la technologie est représentée dans ces dessins. Fondamentalement, ce que lui propose de faire, c'est de construire des réacteurs sous terre, façon telle d'éviter beaucoup de questions. Et le système peut produire des réacteurs, peut marcher pendant 200 années sans transporter des matériels fissiles. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Toutes ces absorptions ne sont pas tout à fait exactes, mais l'idée qu'on puisse imaginer une chose pareille et que ces gens puissent proposer ces idées innovatives, si vous voulez, mais quand même assez tantalizing, semble être quelque chose de particulièrement important, ça vaut la peine d'être mentionné. Donc, une troisième conclusion est la suivante. Les réacteurs traditionnels thermiques ne peuvent pas être facilement transformés pour devenir des réacteurs à thorium pur. Et la configuration thermique demande de reprocesser continuellement les combustibles pour éliminer rapidement les produits de fission, les protoactinium 233 capturés avant d'être transformés dans l'union 233, et la présence du fond des neutrons causés par les fissions qui sont retardées devient le problème majeur pour le système de reprocessing. Parce que le système de reprocessing, c'est par là que donc, on va faire tourner tous ces problèmes. Une autre alternative qui était discutée assez souvent et qui a commencé avec nous au CERN il y a un bon nombre d'années, c'est construire un energy amplificateur d'énergie dans lequel, avec le thorium. Alors là, on a les cycles qui est fermé, tous les actinides sont recyclés indéfiniment, comme d'habitude, comme les autres. Les neutrons sont basés sur des neutrons rapides. Le plomb est utilisé comme cible, et comme cible et comme modérateur, et aussi comme système de transport de la température. Et la véritable chose nouvelle, c'est que pour garder le système en marche pendant un temps suffisamment long, il est nécessaire de produire des neutrons depuis l'extérieur. Et ces neutrons qui sont produits depuis l'extérieur sont produits dans ces cas-là par un accélérateur. Or, il y a eu un énorme développement dans le domaine des accélérateurs. Les accélérateurs qui il y a longtemps étaient completely radically working, aujourd'hui sont en train de marcher d'une façon assez stable. Donc, la combinaison entre un réacteur nucléaire et un accélérateur semble être extrêmement intéressante. L'autre chose qui a été ajoutée ici, et ça c'est il y a à peu près déjà 15 ans qu'on a commencé ça, c'était insister sur l'idée de la safety. Et là, on dit clairement qu'il faut être sûr qu'il faut faire un système de sûreté qui soit déterministe, propre probabiliste. Et donc, il faut éliminer la prompt criticality, le meltdown, le decay heat, et le seismic protection, c'est tout ça est contenu dans ce projet qui est encore un projet, mais qui semble extrêmement intéressant, qui est décrit ici dans les détails. Je pense qu'on peut discuter de ça plus tard. Je voudrais montrer dans quelle façon, effectivement, un amplificateur d'énergie peut marcher en mélangeant un réacteur nucléaire et un accélérateur. Donc, la raison, comme j'ai dit au départ, c'est que l'accélérateur nous donne le nombre de neutrons qui nous manquent pour garantir le fonctionnement du réacteur. Alors, quelques chiffres sont indiqués là-bas. Si on veut faire 1 GeV d'énergie et 1,5 gigawatts de puissance thermique, dans ce type de modèle-là, Proton Energy 1 GeV, GeV, des protons de 1 GeV, et une énergie des réacteurs d'1,5 gigawatt, il nous faut un certain nombre de fissions, 2,7 puissance 20, un certain nombre de neutrons de spallation, un certain nombre de protons par seconde, et la seule chose qui compte, c'est les courants, et les courants, c'est celle de 2 mA. Avec 2 mA de courant à 1 GeV d'énergie, on peut faire tourner un système qui peut être utilisé pour faire tourner un système sous-critique. Il y a des facteurs qui sont indiqués là-bas aussi, ce sont les nombres de facteurs qui sont produits par les captures de fission products et tout le reste. Et le résultat, c'est que le système peut marcher pendant une période assez longue et en conditions stables. Alors, la façon avec laquelle on a décrit ça, c'est montré dans ce dessin. Là, il y a l'accélérateur qui produit un faisceau de protons qui vont à l'intérieur du corps. Il y a un réacteur à thorium qui se trouve là-bas,
qui produit de la chaleur qui va être utilisée par la turbine et des générateurs, condensateurs et tout le reste. Dans ce système, le fuel discharge qui vient tous les 10 ans et c'est divisé en deux parties. Une partie est utilisée pour faire ce qu'on appelle les seeds, c'est-à-dire on récupère les systèmes et on recommence à nouveau avec un système d'utilisation qui est réfléchi. Et l'autre possibilité, ce sont les fragments de fission qui sont disponibles et qui sont utilisés et qui vont dans un repository qui est seulement à vie moyenne relativement courte. Autrement de vous montrer clairement, comme dans ces cas-là, la situation peut évoluer. Vous voyez ici un certain nombre de cycles. On commence au départ avec du MOX, plutonium, que vous voyez, initial fuel, c'est MOX mixture, on avait 94% de thorium oxide et 15,5% de plutonium oxide. Et avec le temps, si vous voulez, la quantité de plutonium décroît jusqu'en valeur très petite après un certain nombre de cycles, et en même temps, on produit de l'uranium 233 et de l'uranium avec aussi les autres uraniums qui arrivent à une condition limite. Et donc, on arrive dans une situation dans laquelle, à la fin de toute cette opération, après quelque chose qui pourrait être 10 années par étape, donc ici on parle de centaines d'années, les actinides sont reprocessés et le thorium est utilisé à chaque étape. Et vous voyez donc l'évolution des comportements à l'intérieur du système. L'autre chose importante que vous montrer ici, c'est les nombres, c'est si vous voulez la multiplication. Ici vous voyez que ici les K, donc l'augmentation les key values change avec la position. Là, voyez-vous le key effective excess versus burn-up, et on voit effectivement que les choses sont extrêmement stables. Du départ, on part, donc, je disais, avec du plutonium, et on a une situation de ce genre-là, et on arrive à la fin dans la situation asymptotique qui est indiquée là-bas, avec suffisamment de criticalité pour pouvoir imaginer de construire avec ça soit un réacteur classique, soit un réacteur sous-classique. La chose importante qu'on a mentionnée, que je vais toucher rapidement, c'est de montrer ici dans ce diagramme, montre comme, avec les systèmes de thorium, la production des toxicité, la toxicité radiotoxique index est caractérisée par la présence d'éléments de fission et qui, après une période de l'ordre de 400-500 ans, arrive à un niveau similaire à celui du charbon. Et vous voyez la différence entre un système basé sur le thorium, Energy Amplifier, comparé avec un réacteur ordinaire qui est indiqué là-haut. Et aussi, on peut le comparer aussi avec la fusion magnétique. On voit que soit la fusion magnétique que l'amplificateur d'énergie nous permet de fermer les cycles avec un temps qui n'est plus de millions d'années, mais qui peut être représenté par quelques centaines d'années. Ça, c'est aussi bien connu. Alors, les problèmes que je vais toucher maintenant sont deux problèmes que je vais encore toucher. J'ai encore combien de temps? J'ai encore une dizaine de minutes? À peu près 10 minutes. 10 minutes, c'est très bien. Alors, il y a deux choses que je vais toucher ici. Un problème, c'est la question du liquide utilisé pour le refroidissement. Il y a trois possibilités qui sont disponibles ici. Un, c'est le plomb bismuth. L'autre, c'est le plomb pur. Et le troisième, c'est le sodium comme possibilité de refroidissement. On voit très clairement dans ce diagramme qu'effectivement, la solution du lead bismuth produit des quantités de radiation de polonium, en particulier extrêmement sérieuses, donc il faudrait vraiment l'exclure. Et on a le choix entre le sodium, qui quand même a des problèmes de sécurité et de reste, ou les plombs purs, qui est indiqué là-bas, et qui ont des quantités de radiotoxicité qui sont tout à fait comparables. Alors, ça ouvre notre problème. Est-ce qu'on peut obtenir des conditions de corrosion valables avec du plomb? Alors, là, vous voyez là les plombs bismuth, LBE, et vous voyez les plombs tout seuls. Ce sont des mesures qui ont été faites en Allemagne. Et on voit clairement que tout ce qui est vert, ça veut dire qu'il y a donc possibilité de compatibilité. Vous voyez qu'effectivement, jusqu'à 600 degrés, 500-600 degrés, certains
matériaux, certaines formes de métal sont capables d'acier, sont capables de résister à la dissolution avec des températures qui sont assez abondantes. Donc il y a quand même une fenêtre de possibilités qui semble être possible en utilisant les plombs purs. Et donc on conclut que le plomb est très préférable comparé avec le plomb bismuth. Et évidemment, la question de l'azote, du strontium reste encore ouverte. Il y a une quatrième possibilité que je vais mentionner ici, c'est celui de construire un réacteur ordinaire, comme je vais le décrire plus tard, un swimming pool reactor dans lequel, comme refroidissement, on utilise à la place du plomb liquide, on utilise les mêmes fluorides qui étaient utilisés pour les réacteurs à molten salt. Ce n'est pas un molten salt reactor, c'est un réacteur dans lequel le salt est utilisé pour refroidissement. Et on voit effectivement que le système est valable et on voit qu'on produit un spectre énergétique qui n'est pas aussi bon que celui du plomb, mais qui est quand même tout à fait acceptable. Et donc, la possibilité d'utiliser un liquide donc fluoride, avec un stelloïde N, semble tout à fait acceptable et c'est une alternative intéressante comparée avec les plombs fondus. Alors, conclusion. Un métal ou un fluoride salt refroidi dans un système de swimming pool opéré comme accélérateur sous-critique sont des possibilités qui sont tout à fait possibles pour exploiter les réacteurs à thorium. Le sodium est inflammable, comme on sait bien. Les LBI, lead bismuth, a une énorme quantité radioactive de plutonium 210, donc exclu aussi. Pur plomb est beaucoup moins radioactif, mais il a besoin, il y a des problèmes de corrosion qui doivent être encore clarifiés. Et la quatrième possibilité est un sel de fluoride qui opère à température assez élevée, 640 degrés, et qui était prouvé compatible avec le steel cladding. Ça pourrait être une solution intéressante. Donc, à mon avis, la solution d'aujourd'hui fait un réacteur ordinaire, mais utiliser un swimming pool fait avec du molten salt, simplement pure molten salt pour refroidir le système. Alors, je vais passer encore quelques minutes pour discuter les reprocessing methods. Et j'ai ici un dessin qui vous montre exactement comment on pourrait faire le reprocessing des systèmes. Il est clair et évident que le reprocessing est une partie essentielle du système au thorium parce qu'il faut continuellement reprocesser le système. Et ici, à la place du reprocessing, on fait un système beaucoup plus simple qu'on pourrait appeler fusion regeneration à la place du reprocessing, qui est représenté ici. Le fuel, après une dizaine d'années, est récupéré. On fait du decladding pour séparer les éléments du combustible. Les volatiles sont évidemment séparés. Et après, on fait quelque chose d'extrêmement simple, on fait de la fluorination. Fluorination consiste du fait que soit le plutonium que l'uranium sont liquides, sont gazeux à température valable, mais tout le reste solide. Et donc, avec un système de fluorination indiqué là-bas, on peut séparer les plutonium et l'uranium et quelques éléments des fission fragments qui sont encore séparables avec le système là-bas, tandis que la majorité des résidus, c'est-à-dire le thorium, le fission fragments, le protactinium, l'américium et le curium, sont considérés comme fonds et ils sont déchargés. On peut après faire une deuxième fluorination qui est ouverte là-bas, dans laquelle on sépare les autres éléments, le molybdenum, technetium, ruthenium, neptunium, etc. Et on reste avec plutonium et uranium hexafluoride pur. Et avec ça, on peut, avec un phénomène d'hydrolyse à haute température avec de l'eau et avec de l'hydrogène, on peut récupérer à nouveau l'oxyde d'uranium et l'oxyde de plutonium, les seeds, et en les mélangeant avec du thorium dioxide qui est frais, on peut construire un fuel nouveau. Donc on commence avec un spent fuel, tout finit sous la forme des résidus, sauf les plutonium et l'uranium sous forme d'oxyde. Ils sont mélangés avec du thorium oxide qui est abondant à bas prix une deuxième fois, et le système est utilisé pour récupérer l'analyse encore une fois. La radiotoxicité
est indiqué ici. Encore une fois, ça vaut la peine de mentionner. C'est d'autres choses importantes que je veux souligner. Les fission products sont indiqués là-bas. On voit qu'après 1000 années, les fission products sont arrivés pratiquement à une condition de bruit de fond qui est négligeable. Si nous gardons les protoactinium de 131, les thorium de 130 et de la décharge, tout ça, ça va finir dans le waste. Et donc, on va produire un waste qui va être plus radioactif du système, disons, thorium pur, mais quand même, c'est quelque chose d'assez modeste comparé avec ce qui se passe dans un réacteur ordinaire. Par exemple, on a 24 kg de protoactinium de 131 et 20 kg de thorium de 130 qui vont rester à l'intérieur du waste. Et ça, on pourrait les séparer encore avec du bismuth, mais tout ça, je ne vais pas toucher. Et finalement, le curium, l'américium et le plutonium sont effectivement extrêmement modestes et sont plus faibles que ceux qui sont les résidus qu'on a à voir avec les fission fragments et même après une milliers d'années. Donc, c'est exactement la situation du fond. Moi, je suis de l'opinion qu'on peut vivre avec les protoactinium et les thorium déchargés à chaque manip, façon telle de pouvoir utiliser un système dans lequel le thorium est utilisé, frais thorium est utilisé chaque fois. Il y a des problèmes de prolifération que je ne vais pas toucher parce que je n'ai pas le temps. Mais la chose importante, il faut penser encore, c'est le dernier objet que je vais discuter, c'est qu'effectivement, la chose, c'est comment on peut reconstruire un plutonium, le plutonium et un uranium qui vient du SEEDS sans être contaminé par la présence des substances radioactives. Et tout ça se fait avec ce que j'avais déjà décrit. D'abord, on fait une fluorination et après, on fait une séparation. Et ici, les graphiques montrent qu'effectivement, si nous faisons un travail assez vite, avec un temps de production du combustible nouveau de quelques jours, la contamination de thorium-208, qui est la cause primaire dans le cas de l'uranium de 133 est pratiquement absent parce qu'on peut vivre dans des conditions dans lesquelles la radioactivité est suffisamment faible pour pouvoir faire pratiquement une opération de construction sans trop de problèmes. Donc, conclusion, le reprocessing de régénération et le pure reprocessing, ou plutôt fuel regeneration, c'est une partie essentielle du processus de thorium. Et une circonstance extrêmement valable que la quasi-totalité des SEEDS sont uranium, qui est volatile, compound volatile, et qui donc peut être utilisé pour séparer les choses d'une façon avec un simple système. Aussi, le plutonium est volatile, donc le plutonium et l'uranium sont les SEEDS du système de production. Et donc, un processus simplifié de reprocessing pourrait consister de faire le thorium, de garder le spent thorium, les fission products, les minor actinides, et comme waste, et garder simplement le plutonium et l'uranium comme seeds. Bon, alors, on a fait un travail de réalisation avec une opération qu'on a fait il y a 2 ans, avec une compagnie qui est Aker Solutions, et on ensemble a dessiné un prototype du Energy Amplifier qui est représenté ici. Et vous voyez qu'effectivement, tout ça est étudié de façon très soigneuse par des experts, et il apparaît que la chose est tout à fait stable. Et là, je crois que ça, c'est la question conclusive. Si nous comparons les 3 possibilités qui nous existent, soit de faire du charbon, ou de l'uranium ou du thorium pour obtenir 1 gigawatt électrique pendant une année, on a des choix qui sont tout à fait self-explanatory. On voit 3,5 millions de tonnes de charbon, 200 tonnes d'uranium et 1 seule tonne de thorium qui est possible pour obtenir la même quantité énergétique. Et ça, je pense, et tout ça est décrit dans les documents que je vous donne. Donc, alors, la conclusion, à mon avis, est la suivante. L'amplificateur d'énergie à thorium a toutes des valeurs intéressantes qui justifieraient, à notre avis, la construction d'un prototype. La sécurité, la crédibilité, les combustibles, tout indiqué là-bas, tout est
indiqué tout à fait clairement, et ça montre qu'effectivement, il n'y a pas de barrière majeure et que la chose pourrait la faire. Alors là, je voudrais finir essentiellement avec une courbe qui vient de mon ami Charpak, qui a écrit dans son livre quelque chose qui ça vaut la peine d'être mentionné, les couplages d'un accélérateur et un réacteur nucléaire, et un couplet en contre-nature, l'avenir de l'énergie nucléaire. Et je vais arrêter avec ça. Merci. Bien, merci beaucoup, Carlo. On a peut-être le temps pour une question, s'il y en a. Sinon... Oui, monsieur, là-bas au fond, oui. On prend une question et puis tout à l'heure, on essaiera d'avoir une discussion un peu plus large une fois qu'on aura entendu Jacques Bouchard et Christophe Béat. Oui. Allez-y, Oui, allez-y. allez-y. On vous entend. Oui, oui. Oui, mais parlez. Oui, Jacques Fro, AEPN, Association des écologistes pour le nucléaire. Où en sont les Indiens dont je sais qu'ils ont un projet de réacteur à sel fondu, thorium. Il y a deux pays dans le monde, dans les pays en voie de développement, il y a deux régions dans lesquelles il y a des activités sérieuses dans la direction d'utiliser le thorium pour faire de l'énergie future. Les deux pays qui contribuent sont du côté l'Inde, qui a des milliers de tonnes de thorium, il ne sait pas en faire. Il a une grosse difficulté à produire de l'uranium, parce que l'uranium, il faut l'importer, tandis que le thorium est domestique. Eux, ils sont en train de construire un programme qui est basé sur l'utilisation du thorium. Ils ont un certain nombre de modèles, et le programme s'avance assez bien. Il y a plusieurs centaines de scientifiques qui travaillent là-dessus, et qui sont en train de développer cette chose. L'autre partie plus récente et importante, c'est la Chine. En Chine, les Chinois ont indiqué la possibilité de faire une machine à thorium comme une des possibles alternatives pour le futur. Comme j'avais mentionné initialement, le thorium est très abondant en Chine parce que le thorium vient nécessairement comme waste qui part des terres rares. Comme vous savez, les terres rares sont produites surtout en Chine. 95% des terres rares sont chinoises. Et chaque fois qu'ils font des terres rares, il y a une accumulation de thorium qui va avec. Et donc, ils ont une grande quantité de disponibilité de thorium domestique qui pourrait être utilisé pour cette activité. Et là aussi, il y a un groupe, il y a une conférence, je pense que quelqu'un, toi, tu étais là dans quelques semaines, qui peut discuter justement de ces problèmes. Il y a effectivement aussi une forte activité dans ces domaines. Ce que je regrette, et je pense que ce n'est pas à notre avantage, c'est que les pays développés, surtout nous-mêmes, si vous voulez en France, l'Europe, ce que vous voulez, n'a pas investi dans ce type de domaines qui sont vraiment considérés comme critiques et fondamentaux pour les États en voie de développement. Et je crois que nous avons beaucoup plus de connaissances de ce que vous pouvez trouver en Chine ou en Inde, et c'est une faible partie de ces compétences pour être utilisées pour développer des systèmes innovatifs. Je pense que le thorium, je le prends simplement comme un exemple, mais il y a d'autres positions possibles, ce serait quand même à notre avantage, parce que d'une façon ou de l'autre, la quantité d'énergie nucléaire produite par ces méthodes est tellement extraordinaire que les générations futures devront nécessairement l'utiliser. Et alors c'est notre responsabilité, voir si nous pouvons développer des technologies nouvelles qui puissent être capables de rentrer en compétition. Si nous ne ferons rien, à mon avis, les Chinois et les Indiens, lentement, avec beaucoup de difficultés, parce qu'ils n'ont pas le même type de ressources, les mêmes avantages que nous avons, les mêmes connaissances que nous avons, vont prendre la relève. Et je pense que le thorium, donc, à mon avis, est une réalité, et que je pense que, surtout en Europe, il faudrait prendre beaucoup plus au sérieux ces solutions, y mettre une petite quantité d'argent dans ce type d'opération, parce qu'on parle effectivement de sommes assez modestes. On parle de sommes assez modestes pour permettre à des gens, surtout des jeunes, de se relancer ce type de problème. Et à mon avis, c'est un véritable problème qui, évidemment, n'est pas un projet scientifique, mais qu'il faut quand même, il faut vraiment tenir compte.